Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Mon nom est Mathieu Trépanier et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui l'historien Stéphane Martel pour évoquer un genre de thématique que j'aime beaucoup à l'émission, un genre de thématique qu'on a déjà abordé qui est des histoires de secteurs, des histoires de quartiers montréalais. Et c'est le menu d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous, Stéphane Martel. Salut, merci de l'invitation. Mais avec plaisir. Cher Stéphane, tu es un membre actif de la Société historique de Montréal et je me demandais si c'était la première fois que tu participais à l'émission? Oui. OK, donc c'est une première partie. C'est une première. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui n'auraient pas la joie de te connaître, mon cher Stéphane, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement, s'il te plaît? Oui, je suis directeur adjoint et responsable de la recherche au site historique Marguerite-Bourgeois, qui est une institution muséale qui est située dans le Vieux-Montréal. Donc, la personne tout à fait placée pour parler de l'histoire du quartier Bon-Secours. Ça devrait. C'est bon, on a le bon invité. Alors, cher Stéphane, donc, je suis très, très content de t'avoir à l'émission pour cette histoire de quartier. Donc, cette saison, on va d'ailleurs, j'en profite pour glisser ça, on va parler notamment de l'histoire de plusieurs quartiers, la Petite Ukraine dans Rosemont, on va parler de l'histoire de Villeray aussi. Je rappelle que la saison dernière, on avait également évoqué l'histoire du quartier Milton Park avec Émilie Girard. Toutes ces émissions-là, d'ailleurs, peuvent être réécoutées sur notre compte SoundCloud et sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, Stéphane, on va s'intéresser ensemble donc à l'histoire du quartier Bon-Secours dans le Vieux-Montréal, dont, si j'ose dire, la chapelle constitue un peu l'épicentre symbolique. Tout à fait. Ouais. On est ensemble aussi aujourd'hui parce qu'en 2023, à l'occasion du 250e anniversaire de la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours, tu avais prononcé, dans le cadre des conférences de la Société historique de Montréal, justement une conférence sur le sujet, sur l'histoire du quartier, sur l'histoire de la chapelle. Alors, pour ceux et celles qui, comme moi, n'avaient pas eu la possibilité d'y assister, je propose aujourd'hui qu'on fasse ta conférence, mais sous une version émission radio, podcast. Et donc, merci d'être là. Stéphane, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais juste savoir comment est-ce que toi, tu délimiterais les limites historiques du quartier Bon-Secours dont on va parler aujourd'hui? Oui, le quartier Bon-Secours, ça n'a pas de limite vraiment précise. Mm-hmm. Mais je dirais grosso modo que le quartier est situé au nord par la rue Notre-Dame, au sud par la rue de la Commune, à l'est, c'est la rue Berry. Mm-hmm. Et puis, à l'ouest, c'est plus ou moins la place Jacques-Cartier. D'accord. Et j'en profite aussi pour glisser que cette émission-là, c'est un peu un diptyque qu'on fait avec une autre émission. On a interviewé le directeur du site historique Marguerite-Bourgeois, Jean-François Royal, donc ton boss, en fait, Exact. qui, lui, va nous parler dans une émission séparée, en fait, de l'histoire du site historique, donc de la chapelle et du musée. Donc, c'est à écouter avec ou à réécouter pour ceux qui auraient la chance de faire ça. J'aimerais, si tu veux, qu'on aborde la question proprement historique du secteur, mais disons avant l'époque européenne, à l'époque pré-contact. Oui. À quand est-ce que remontent les premières traces d'occupation humaine et qu'est-ce que l'archéologie nous raconte de cette période-là? Les premières traces archéologiques remontent en fait au sylvicole inférieur. Donc en fait, le site a 3000 ans d'histoire. Tout simplement. C'est quand même quelque chose. C'est un site très ancien qui a été fréquenté par différents groupes culturels autochtones des Premières Nations, donc depuis 3000 ans, en fait. Et puis, ces gens-là, c'était surtout, à cette période-là, des nomades. Donc, ils venaient chasser, pêcher, faire du commerce sur le site. Mm-hmm. Et juste avant le contact, justement, quelles sont ces cultures autochtones, ces nations autochtones qu'on retrouve, j'imagine, ça fait partie de la grande famille plutôt iroquoienne, c'est ça? Avant la grande famille iroquoienne, donc on avait des cultures qu'on appelle la culture du Meadowood, donc du sylvicole. Ça, c'est donc, comme je disais, c'est des cultures qui sont nomades. C'est des gens qui viennent dans les secteurs près du fleuve pour pêcher, chasser, profiter des ressources naturelles ici durant la période estivale. Puis, durant l'hiver, on retourne dans les terres intérieures pour se protéger du froid, puis pratiquer la grosse chasse, la chasse au gros gibier. Donc, c'est des gens qui viennent ici sur le site Bon-Secours qu'on appelait à l'époque, pas à l'époque, mais plutôt qu'on
on appelle le secteur du Pied de la Butte. Oui, qu'est-ce qu'on désigne exactement? Est-ce qu'il y a un lieu précis? Ben, en fait, c'est le site archéologique qui se trouve sous la chapelle. Sous la chapelle, OK. C'est ça, exactement, qui est vraiment le lieu qui conserve les traces archéologiques et qui sont mises en valeur actuellement au site historique. Donc, ces traces-là témoignent du passage de ces gens-là à l'époque, les époques anciennes. Mais c'est certain que les Iroquois aussi du Saint-Laurent ont succédé aux cultures du sylvicole et qui ont fréquenté eux aussi le site à des périodes plus récentes. En fait, le site a été fréquenté par les populations autochtones jusqu'au 15e siècle, en fait, à peine 100 ans avant l'arrivée de Jacques Cartier. Ça, c'est les traces qu'on a trouvées sur notre site. Il n'est pas dit qu'on trouve des traces encore plus récentes, peut-être un jour s'il y a d'autres fouilles ou d'autres sondages archéologiques. Ça pourrait arriver. Et bon, évidemment, a priori, les premiers Européens qui arrivent maintenant, bien sûr, on le sait, ils s'installent plutôt dans le secteur de la Pointe-à-Calière en 1642. On construit le fort Ville-Marie où se trouve le musée Pointe-à-Calière aujourd'hui. On en reparlera plus tard dans l'émission. Et donc, a priori, les Français qui s'installent pas vraiment dans le secteur Bon Secours. Non, c'est ça. Mais pourtant, il y a un personnage fort important dans notre histoire, tu me vois venir, qui, lui ou elle, va s'intéresser particulièrement à cet endroit-là. Oui, cet individu, une femme, c'est Marguerite Bourgeois. Bien sûr. Mais elle n'est pas la seule à s'intéresser à ce site-là. En fait, c'est un concours de circonstances. C'est que Marguerite arrive en 1653 à Ville-Marie pour enseigner aux enfants de la colonie. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas assez d'enfants pour être enseignés. Donc, elle fait toutes sortes d'autres choses. Et puis, Maisonneuve, le gouverneur, décide de lui donner une tâche très importante, c'est-à-dire d'aller redresser la croix qui est située à flanc du Mont-Royal. Cette croix de pèlerinage qui avait été abattue, dit-on, par les ennemis autochtones. Bon, c'est ce qu'on disait à l'époque. Mais bon, donc, Marguerite part avec un groupe d'hommes pour pouvoir élever cette croix-là. Mais Marguerite, c'est une femme à l'esprit très pratique. Elle se rend compte que, bon, on est en période là, de guerre avec les nations Haudenosaunee, donc les 5 nations. On est donc en guerre contre eux. Alors, le lieu le site de la croix du Mont-Royal est trop dangereux pour s'y rendre en pèlerinage. Donc, elle, c'est ce qu'elle se dit. Elle en parle avec le gouverneur et ils font le choix de fonder un autre site de pèlerinage en dehors des murs des fortifications de la ville, mais dans un endroit plus sécuritaire. Plus proche. Puis plus sécuritaire. Donc, qui n'est pas coupé par une forêt. Donc, qui peut donner une vue sur le fleuve, puis qui va permettre donc de voir arriver l'ennemi si ça arrive. Donc, on choisit le site Bon Secours, en fait, le site où se trouve actuellement la chapelle. Pourquoi qu'on l'a choisi? Ben, je l'ai dit, c'est parce qu'on est en bordure du fleuve. On est aussi sur un replat surélevé par rapport au fleuve. Ça donne une belle situation. En fait, ils choisissent le site de la même façon, avec la même pensée que les groupes des Premières Nations qui ont fréquenté le site depuis 2000 ans. Là. Un lieu facile à occuper, facile à observer, facile à défendre, ou en tout cas plus ou moins facile à défendre. Exactement, exactement. Et il y a aussi, tu disais dans ta conférence, il y avait une notion d'effort, une notion d'éloignement qui devait exister dans le contexte d'un pélerinage. C'est le concept même de pèlerinage. C'est-à-dire le pèlerinage demande un déplacement. Et ce déplacement-là, ben, c'est ça. On part de la ville, de la petite bourgade, on sort des fortifications et on se rend au lieu de pèlerinage en procession. Et j'avais une question une question d'ordre toponymique, Stéphane. Notre-Dame de Bon Secours. Tu as mentionné un nom de lieu archéologique. Le nom m'échappe déjà. Le Pied de la Butte. Pied de la Butte. Donc, est-ce que c'est le choix du lieu comme lieu de pèlerinage qui entraîne l'apparition du toponyme Notre-Dame de Bon Secours, ou est-ce que c'est quelque chose qui apparaît complètement après? Comment ça arrive, ce nom-là? C'est une excellente question, très difficile à répondre. Ah oui? Oui. Pourquoi? Ben parce que les sources ne le disent pas vraiment. En fait, je pense que c'est un peu de tout. C'est que le site même est en lien avec le fleuve. Ça, c'est clair. La chapelle, là où elle est bâtie, c'est vraiment en lien avec le fleuve.
Le père Pijard, Claude Pijard, qui était jésuite, il était missionnaire à l'époque. Lui, il était du groupe pour aller choisir le site. Et le nom, la dénomination Notre-Dame de Bon Secours, c'est pas Marguerite qui l'a choisi. OK. C'est le père Pijard. C'est lui qui la nomme Notre-Dame de Bon Secours. Notre-Dame de Bon Secours, c'est un autre surnom qu'on donne à la Vierge Marie à l'époque. Et Notre-Dame de Bon Secours, elle était priée, notamment par les marins. Ah oui, OK. Donc, pour la protection de Marie sur les flots. Mais il y a toute une valeur symbolique et très spirituelle aussi en lien avec la dévotion à Notre-Dame de Bon Secours. C'est que Notre-Dame de Bon Secours, non seulement elle est la protectrice des marins, mais elle est aussi la protectrice des chrétiens qui naviguent en ce monde difficile, en cette vie difficile. Donc, Marguerite Bourgeois, pour elle, la chapelle, c'est un lieu où les Montréalais pourront aller se réfugier, aller parler, prier la Vierge Marie. C'est ça. Donc, c'est important pour elle. Et Notre-Dame de Bon Secours, ça fait donc sens, à la fois avec l'élément du fleuve, mais aussi avec l'intention de Marguerite derrière la fondation de la chapelle. Ah, c'est intéressant parce que j'avais cru à tort que la dimension marin liée à la chapelle était une vocation apparue plus tard, mais en fait, c'est dès les origines. Probablement. Mais c'est certain que ça s'est perdu avec le temps. Mais on sait par la tradition orale, que, du moins qui remonte jusqu'au 18e siècle, que les marins se rendaient à Bon Secours avant d'entreprendre un voyage ou en revenant d'un voyage pour remercier la Vierge de sa protection. Et donc, on a le choix du lieu, le toponyme apparaît, mais la chapelle en tant que telle, quand est-ce qu'on commence l'érection de ce petit sanctuaire, j'imagine, à l'origine? Donc, la chapelle, la construction commence en 1655, donc très rapidement. Marguerite Bourgeois fait tout pour mettre en place cette chapelle, mais il n'y a pas d'argent en colonie. Non, c'est ça, il n'y a même pas de numéraire en circulation. Non, c'est ça. Non. Comment on... Ben, c'est ça. Donc là, on en revient encore à une Marguerite Bourgeois, une femme qui prévoit les choses, une femme structurée, qui est un peu visionnaire. On ne dit pas que c'est la chapelle de Marguerite. C'était la chapelle des Montréalais. Ah oui. En fait, Marguerite a convaincu les Montréalais de l'importance de construire cette petite chapelle. Donc, c'était un projet commun. C'est un peu, on est à l'époque, en fait, du communautarisme à Montréal, c'est-à-dire qui était véhiculé par la Société de Notre-Dame. Tu sais, cette vision du monde où on veut fonder une société nouvelle. Donc, les gens s'entraident. On est dans l'entraide. La cité de Dieu sur terre. Là. Exactement. Ben, Marguerite est dans cette mouvance-là et la chapelle en est une illustration très concrète de cet esprit de communauté-là. Donc, en échange de travaux, d'aiguilles, de lavage, etc., elle demandait à les maçons de la colonie, des charpentiers, à tout le monde de contribuer par des corvées à la construction de la chapelle. Donc, une œuvre bénévole et participative. Tout à fait. Et donc, la construction commence en 1655. Oui. Il y a un événement important dans l'histoire de la colonie, c'est l'arrivée des Sulpiciens. Oui. Et ça, bon, évidemment, ça va avoir une influence considérable sur toute la ville, en fait, ce qui va devenir Montréal, mais et aussi, donc, spécialement sur la chapelle et sur le secteur. Effectivement, parce que M. Gabriel de Thubière de Quélus, qui était le supérieur des Sulpiciens, qui arrive ici, il était muni aussi de lettres de l'archevêque de Rouen, donc comme grand vicaire. Dont dépendait la Nouvelle-France. Oui, c'est ça, mais bon, il y avait des chicanes avec Monseigneur de Laval, mais bon, on n'entrera pas là-dedans, mais disons que M. de Quélus était un homme, bon, très, je dirais, très autoritaire, très sérieux et tout, et lui, lorsqu'il est arrivé et qu'il a appris que la chapelle était en construction, alors que la colonie n'avait pas d'église encore paroissiale. Pour lui, c'était comme mettre la charrue avant les bœufs. Ah oui, c'est ça, on n'a même pas d'église. On n'a pas d'église, puis on construit une chapelle. L'église Notre-Dame n'est pas là. Non, absolument pas. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il demande... Non, en fait, il exige que la construction soit arrêtée. Et donc, le site va se retrouver... vide comme ça pendant un certain temps? Oui, bien, Marguerite... Ou à moitié construit? Bien, en fait, probablement qu'il y avait les fondations qui étaient déjà installées, mais puis les matériaux étaient sur le site. Donc, c'est laissé un peu à l'abandon. On essaie de conserver quand même le lieu et tout. Marguerite, en 1658, part vers la France pour un voyage, revient en 1659. Et en revenant, elle voit que sur le site, il n'y a plus de matériaux. Les gens se sont servis. Se sont servis. Se sont payés la traite.
Ah oui, longue histoire, ça, à Montréal. On pourra en reparler à propos des murs de fortification. Mais oui, tout à fait. Et il y a un autre personnage qui apparaît dans l'histoire, qui est le baron de Fancan. Oui. Et on fait un petit bond en avant dans l'histoire, on arrive vers 1670 et là, il y a une reprise de la construction de la chapelle. Exactement. Marguerite, elle avait bien d'autres projets là, aussi en parallèle. Donc, elle a su être patiente. De toute façon, c'était une femme très respectueuse de l'autorité. Puis, elle mettait sa confiance en l'avenir. On verra si on peut avoir une chapelle un jour. Puis, justement, les astres sont alignés dans les années 1670. Là, elle sent qu'on est prêt à avoir une chapelle, puisque de toute façon, l'église Notre-Dame est en construction. Les sulpiciens de l'époque, M. de Caylus n'était plus là, donc eux sont beaucoup plus positifs, donnent probablement leur aval à la construction de la chapelle. Marguerite part en France pour faire un voyage et en 1672, elle rencontre Pierre Chevrier, le baron de Fancan, qui était un des fondateurs de la Société de Notre-Dame. Et M. de Fancan, lui, aimait beaucoup l'œuvre montréalaise. D'ailleurs, il voulait venir s'installer ici, mais il n'a jamais pu. Mais il a offert à Marguerite une somme d'argent pour la construction de sa chapelle, ainsi qu'une statuette très ancienne qui date du 16e siècle, qui était originaire de Montaigu. Et cette statuette-là était pour orner la chapelle. Par curiosité, Stéphane, est-ce que cette statuette existe toujours ou elle est perdue corps et bien dans l'histoire? Elle est encore existante. On peut la voir dans la chapelle actuellement. Magnifique. Oui. Et donc, la chapelle, à partir de quand est-ce qu'elle est vraiment sur pied et on peut la fréquenter? Bien là, Marguerite reçoit ses autorisations formelles en 1673-74 et puis on commence la construction en 1675 et en 1678, elle est ouverte enfin au public. Et est-ce que ça a un certain succès? Est-ce que les Montréalais, ils y vont finalement dans cette chapelle? Les sources disent que oui. Alors, officiellement, oui. Oui. Marie Morin et puis Marguerite Bourgeois en parlent. Et puis, effectivement, en faisant un calcul assez rapide, là, on avait probablement environ une messe par jour. Une messe par jour, OK. Ce qui est quand même énorme pour une petite chapelle de pèlerinage. Et je pense que Marie Morin, c'est ça tu dis, elle en témoignait notamment. Oui. Donc, on parle de la chapelle depuis tout à l'heure, mais aujourd'hui, on parle de l'histoire du quartier Bon Secours. Donc, on va retourner, si tu le permets, Stéphane, vers l'histoire plutôt du quartier. Donc, si je comprends bien, en fait, dans cette histoire, c'est que la chapelle, c'est elle le catalyseur de l'apparition d'un quartier. Tout à fait. Elle agit un peu comme un aimant. Les gens la fréquentent. Elle a beaucoup de succès. Les gens viennent à chaque soir. Les dévots de la ville viennent à chaque soir en pèlerinage. C'est ce que Marie Morin dit, justement. Okay. Donc, c'est intéressant pour les gens de venir. Et puis, très rapidement, dès 1680, en fait, les premières concessions sont données donc à des habitants de Montréal du côté ouest de la chapelle. Puis même en 1682, du côté est, on a 2 nouvelles concessions qui sont données. Et puis, jusqu'en 1691, il y a plusieurs censives qui ont été données, donc en fait 17. Et c'est là qu'on voit l'apparition du premier faubourg de Montréal, le faubourg Bon Secours, qui était faubourg avant d'être un quartier. Il est en dehors des murs encore à ce moment-là, c'est ça? Oui. Donc, il y a un premier noyau urbain qui se crée là, qui commence à apparaître. Qui habite là? En fait, ce sont surtout des artisans. D'abord et avant tout. Des charrons, des cordonniers, des charpentiers, surtout, et ça c'est intéressant, des charpentiers navals. Ah, on est près de la canotterie du roi, hein, c'est ça? Oui, puis en plus de ça, on a le fleuve qui est tout près. Donc, il y a un lien encore là, l'importance du fleuve est encore là. Parce qu'aujourd'hui, on se promène sur la rue de la Commune, par exemple, juste à côté, à proximité. Le fleuve est encore à plusieurs 10, 20, 30 mètres, mais à l'époque, le fleuve, il est complètement contigu. En fait, il commence à peu près là où il y a la rue de la Commune. Oui. Donc, on n'a pas cette impression-là aujourd'hui, mais c'était beaucoup plus proche de l'eau, en fait, le quartier Bon Secours. Oui, effectivement. Et je me souviens, Stéphane, alors je ne veux pas te voler la vedette, mais je vais faire mon intéressant juste un instant. Je me souviens, pour avoir travaillé là-dessus, qu'il y a certaines familles importantes de la colonie qui finissent par s'agglutiner un peu dans ce quartier Bon Secours, ce faubourg Bon Secours en émergeant. Je pense à la maisonnée Bégon en particulier, Marie-Élisabeth Bégon, son mari le chevalier Bégon, etc. Comment ça se fait que le beau monde va là?
Pourquoi ils vont là? Je comprends pas. Parce que c'est en dehors des fortifications. Okay. C'est en dehors de la ville où tout est serré quand même. Les bâtiments tout rapprochés. Alors que là, on est dans un endroit beaucoup plus ouvert. C'est un lieu intéressant. Par exemple, on a Charles Lemoine, le baron de Longueuil, qui a sa maison de campagne, que je dirais. Ouais. Donc, hors de sa baronnie, qui est juste à côté. Ah oui, sa baronnie est juste en face. Sa baronnie est en côté face. Du fleuve, exactement. Donc, probablement, lorsqu'il vient à Montréal, il réside dans sa demeure, qui est quand même assez importante à l'époque. Ah oui. Et que justement, Bégon achète en 1737. Oui. Oui. Ça finit par être la plus grosse maison privée, je pense, de la colonie, la maison de Bégon, vers la fin. Ça, c'est pas clair. Il y a ça, puis il y a celle de Jacques Testard de Montigny, qui était le voisin, qui était tout de suite à l'est. Donc, qui était peut-être aussi l'une des plus grandes maisons. Ah oui, hein? Oui. OK. Et, cher Stéphane, on arrive déjà à la fin de la première moitié de l'émission. Alors, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et au retour de la pause, on va complètement changer d'époque, changer de régime, changer d'empire, changer de paradigme. Donc, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. You want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. They are leaning for love, they will lean that way forever, while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
On est de retour pour la deuxième partie de cette émission de Notre Histoire en tête, enregistrée depuis les locaux de la Société historique de Montréal, place Jacques-Cartier. Et nous sommes, je le rappelle, en compagnie de l'historien Stéphane Martel, qui est également directeur adjoint du site historique Marguerite Bourgeois. Et à moins que je me trompe, et vous me le direz en commentaire, mais on vient d'entendre évidemment une chanson très connue, qui est peut-être la seule qui met en scène le quartier Bon Secours. Vous aurez reconnu, bien évidemment, la chanson Suzanne de Leonard Cohen, qui évoque le souvenir d'un kick que Leonard Cohen avait eu à propos de l'artiste Suzanne Verdal, qui habitait dans le quartier. Hein. Puis je pense que la chapelle Bon Secours, elle est même mentionnée dans la chanson. Alors, avant la pause, Stéphane, on s'était laissé donc justement sur la formation de ce quartier Bon Secours. Et grosso modo, on était à peu près dans les dernières années du régime français. On parlait des Bégons, notamment. Et outre, évidemment, la guerre de conquête, on va également voir un autre événement très important qui va survenir, c'est l'incendie de 1754, qui va sévèrement amocher une très grande partie de la ville qui... pour comparer aujourd'hui, la ville de Montréal, aujourd'hui, c'est évidemment immense, mais à l'époque, c'est juste le Vieux-Montréal. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Et donc, ça va amorcher donc, une partie importante de cette petite ville. C'est quoi, Stéphane, l'impact de l'incendie de 1754 sur le quartier Bon Secours? Jusqu'à tout récemment, on ne savait à peu près rien de cet incendie-là. Les sources en parlent très peu. OK. C'est assez surprenant. Mais bon, des recherches ont montré, certaines de mes recherches ont montré, bon, au moins la date, la journée de l'incendie. Parce qu'on ne savait pas avec certitude hein, la journée. Hein. On suspectait que c'était à l'automne, mais c'est tout. Puis on savait l'année, mais pas la date. C'est en septembre. C'est en septembre. C'est le 10 septembre 1754. Donc, la chapelle brûle entièrement, ainsi que 33 maisons dans le quartier. Ce qui est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ça a un impact énorme sur le tissu social, le tissu urbain là, de l'époque. Et qu'est-ce qui se passe de la chapelle à ce moment-là? Eh bien, elle est laissée à l'abandon pendant 17 années. Donc, elle est endommagée par la conflagration. En fait, elle est détruite entièrement. Elle est détruite entièrement. Oui, il reste juste probablement les murs et les murs très, très abîmés. Là. Oui. On laisse le site à l'abandon. Pourquoi? Ben parce qu'on n'a pas l'argent pour rebâtir la chapelle. Pendant 17 ans? Oui, puis en plus, il y a eu le conflit avec la guerre de la conquête, le changement de régime. Donc, c'est beaucoup d'éléments qui font que la chapelle était comme un peu secondaire, je dirais. Là. C'est sûr que c'est pas parce qu'il y a eu une période de latence qu'il ne s'est rien passé sur le site. Les gens, probablement que moi, je m'imagine des jeunes enfants qui allaient courir dans les décombres. Je sais que l'archéologie le dit. Il y avait un boucher qui venait jeter ses os de ces autres boucheries-là. Les gens jetaient toutes sortes de choses. C'est devenu comme une sorte de dépotoir. C'est ce que l'archéologie a révélé en particulier. Oui, exactement. On voit même des semelles de chaussures, toutes sortes de choses comme ça qui traînent dans le site. Donc, voilà. Toutefois, le site renaît, par contre, donc 17 ans plus tard, en 1771. Et là, on a changé complètement d'univers. Il y a eu la guerre de conquête. Montréal est une ville désormais britannique. Et c'est une ville britannique qui est sous occupation. Donc, il y a une très forte présence militaire dans la ville, forte présence qui va perdurer pendant très, très, très longtemps. Donc, évidemment, j'imagine que ça induit énormément de changements aussi, ce nouveau paradigme. Ben oui, c'est certain. Puis ça a un impact aussi. Les soldats, ça a un impact sur la vie de la chapelle. Il faut les loger, déjà. Il faut les loger et tout. Mais aussi, le gouvernement britannique lorgnait le terrain vacant pour construire des casernes. Parce qu'il n'y avait pas de caserne pendant le régime français. Hein. C'est ça, il n'y en a jamais eu. Non, parce qu'en fait, c'est ça, les militaires logeaient chez l'habitant. Il y avait la citadelle qui était non loin, mais il n'y avait pas de... C'est ça, mais ils n'habitaient pas là non plus. Exactement. Donc là, fallait les loger, ces soldats britanniques-là. Et donc, le gouvernement voulait utiliser le terrain vacant. De toute façon, il ne servait plus à rien. Mais les Sulpiciens, les gens de la fabrique, mais aussi la population catholique voyaient une menace, en fait. Bon, on est dans un contexte où on sent la menace protestante contre le catholicisme, etc. Donc, on se tient tous ensemble et puis tout d'un coup, on dame le pion au gouvernement. On fait construire la chapelle. C'est intéressant. Ça veut dire que la majorité de la population demeure française et catholique pendant très longtemps. Et c'est une force politique qui se révèle à travers des gestes comme ça. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Donc, la chapelle donc, est reconstruite de 1771 à 1773. OK. Donc, j'imagine qu'on ne construit pas la même... Est-ce qu'on
construit la même chapelle ou est-ce que c'est une autre chapelle, au fond? C'est une autre chapelle. Ouais, en fait, on arrase plus- complètement les OK. murs de l'ancienne et on construit 3 fois plus grand. Ah, c'est 3 fois. OK, OK. Ouais. Donc là, on n'est plus sur une espèce de chapelle de chemin, là, comme quand on se promène à l'île aux Oui, coudes, là, tu c'est vois ce ça. que je veux dire? Là, on est dans une vraie chapelle. OK. Oui, une chapelle OK. avec beaucoup plus d'ampleur qui Ouais. est destinée donc à desservir une population beaucoup plus importante que les 1300 habitants de 1675. On la décore, cette chapelle, j'imagine? Oui, on la décore comme on peut. Comme on peut, ouais, parce avec qu'en les fait, moyens oui. du bord. Ouais. Il faut comprendre que, justement, on veut prendre de court le gouvernement, on s'empresse de construire, mais la décoration, ça coûte cher. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise. On réutilise beaucoup de pièces d'ameublement de l'église Notre-Dame, des pièces d'orfèvrerie qui sont dans les collections là-bas, des tableaux qu'on n'utilise plus, des vieux tableaux, le vieux buffet d'or qui est tout magané. On le rapatrie à Bon Secours. Bon, ça devait jouer très faux, mais bon, on va s'y faire. Et donc, les Montréalais renouent avec cette chapelle. Est-ce qu'elle retrouve une certaine popularité? Oui, quand même, mais Oui. c'est parce qu'elle desservait surtout la population du quartier. OK. Puis il faut comprendre aussi qu'à cette époque, Montréal commence à changer de visage, de couleur. Oui. Là, on a beaucoup d'immigrants qui arrivent des îles britanniques, irlandais, écossais, anglais, donc des protestants, des catholiques aussi. Et cette population-là, il faut la desservir. Oui, il y a des besoins religieux. Il y a des besoins religieux. L'Église Notre-Dame n'arrive pas à fournir. Donc, c'est la chapelle qui prend le trop-plein. Ah oui, OK. Ouais. Et le quartier, lui aussi, donc tu le dis, il y a eu un nouvel apport de nouvelles populations. Donc, le quartier aussi, lui, j'imagine qu'il change également. Il change énormément. Ouais. Aussi, d'abord, les fortifications. Ça a été un événement très important parce que le quartier Bon Secours, en fait, Montréal a été fortifié et il y a eu des agrandissements qui se sont faits de façon successive. D'abord, une palissade de bois, ensuite, palissade de pierre. En fait, des murailles de pierre, pardon. Mais bon, la palissade de bois, c'est en 1708 que là, le quartier s'est trouvé ceinturé. Puis ensuite, la muraille de pierre de Chaussegros-de-Léry a comme enfermé la ville. Et bien là, au début du 19e siècle, on souhaite ouvrir ces murs-là. Donc là, tout d'un coup, la ville commence à respirer, retrouve, surtout le quartier Bon Secours, retrouve le fleuve, son contact avec le fleuve. Ça devait être quelque chose d'incroyable pour les Montréalais parce que pour toute une génération d'entre eux, c'est tout ce qu'ils avaient toujours connu. Hein. Oui. Cette ville enfermée dans des murailles de pierre, comme tu dis, là, tout à coup, le visage change complètement. Oui. Et évidemment... ça devient une ville britannique et qui dit ville britannique dit empire britannique, donc multiplication des échanges, multiplication de la population, donc de nouveaux équipements apparaissent. Bien sûr. Ouais. Le port se développe énormément. En fait, Montréal devient le port le plus important du Canada. C'est quand même pas rien. C'est une ouverture sur le continent. Donc là, il y a beaucoup d'échanges qui se font, ce qui fait qu'il y a énormément de marins qui viennent à Montréal, qui débarquent, qui fréquentent le quartier Bon Secours. Des marins, donc des gens, des employés du port, des voyageurs. Donc là, il y a un brassage énorme de gens qui se fait de plus en plus dans la première moitié du 19e siècle et ça a un impact sur le tissu urbain. Le quartier Bon Secours change de visage. Ça devient un pôle culturel et politique. Et religieux toujours, en raison de la chapelle, mais culturel quand même. On construit des hôtels prestigieux. On a le British American Hotel. Oui, dans l'ancien, en lieu et place de l'ancienne maisonnée Bégon. Hein, exactement, qui s'appelait le Mansion House, qui avait été acheté par Molson. Ensuite, on a un théâtre qui se bâtit, le Théâtre Royal. Charles Dickens vient à Montréal en 1842 et fait une pièce dans le Théâtre Royal. Donc, il y a une effervescence dans le quartier. Ça bouge beaucoup. Et tu mentionnais tout à l'heure aussi, il y a une dimension politique aussi à la vocation du quartier. Oui. À quoi tu faisais référence? C'est qu'en fait, le quartier, il y a la franc-maçonnerie, il y a toutes sortes les politiciens fréquentent le quartier, ils vont venir à Bon Secours. Il va y avoir l'hôtel de ville plus tard qui va s'installer aussi dans le marché Bon Secours.
Donc, il y Donc, a, il y a cette un pôle, vocation-là la aussi vocation politique. qui existe. Oui, C'est exactement. intéressant. Ben, justement, tu m'amènes au prochain point. Stéphane, c'est l'autre équipement majeur qui apparaît à ce moment-là. On est à peu près vers le milieu, enfin, à la fin du milieu de la première moitié du 19e siècle, mais un équipement extrêmement important qui est encore totalement présent dans le quartier, c'est le marché Bon Secours. C'est ça. Ouais. Exactement. Donc, le marché Bon Secours, c'est une construction énorme. En fait, c'est que, bon, l'arrivée le choix de Montréal comme étant la capitale du Canada uni et l'installation, donc, de ce Parlement Ouais. dans le marché Sainte-Anne fait qu'on se prive d'espace pour le marché. On veut construire un nouveau marché. On pense au secteur Bon Secours. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a beaucoup de maisons qui sont démolies. Le théâtre Royal est démoli aussi pour mener à bien cette construction dont l'architecte est William Footner. Donc, une construction énorme de 1844 jusqu'à 1852, en fait. Donc, ça, c'est un marché. Ah oui, 52, la toute fin de... Oui, c'est ça, jusqu'à la toute fin. Mais c'est sûr qu'il était ouvert avant. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, ça aussi, ça change encore là le visage du quartier. Oui. La vocation culturelle disparaît peu à peu. Il devient plus politique encore plus avec l'hôtel de ville qui s'installe en 1852, mais aussi une vocation commerciale. Oui, puis civique aussi un peu dans le marché. Tout à fait. Il n'y a pas tellement d'endroits où les gens peuvent se rassembler pour discuter de choses et d'autres. C'est vraiment intéressant parce que quand on regarde des toiles, par exemple, de James Duncan, par exemple, dont on a fait une émission d'ailleurs l'année dernière avec Christian Vachon du McCord, on voit dans les toiles de cette époque-là, il y en a eu plusieurs consacrées aux alentours du marché Bon Secours. Le quartier devient un quartier foisonnant. Si on se fie en tout cas à ce qu'on voit dans les toiles de Duncan, un quartier de magasinage, là, en fait, totalement foisonnant, extrêmement important. Les Montréalais vont faire leur course de Noël, par exemple. Exactement. Là, c'est vraiment impressionnant. Oui, et puis on le voit aussi à travers les photos aussi. Les photos anciennes de 1885 le montrent très bien, là, le foisonnement. Justement, ça me fait penser, retournons un petit peu à la chapelle, Stéphane. Je fais juste une petite parenthèse pour continuer cette veine, justement, de magasinage, le côté commerçant. C'est moi où, à une époque, il y avait des échoppes de commerçants qui étaient littéralement greffées sur le mur portant de la chapelle. Oui. On a permis ça? Oui, on a permis ça. Probablement que la fabrique à qui appartenait la chapelle et le terrain ont dû avoir C'était pour eux une façon d'arrondir leur fin de mois, je pense. Je comprends. Oui, mais c'est pas juste ça aussi. C'est important, ça, d'en parler parce que, oui, il y avait des échoppes, mais les fouilles archéologiques en 2018 ont révélé aussi qu'il y avait des latrines. Ah oui, OK. Et des latrines munies d'un système à eau. Oh! Quand même, c'était très moderne. Pour, évacuer vers le fleuve, c'est ça? Exactement. Donc, c'est important parce que là, on est dans l'histoire du sanitaire, de l'hygiène, la propreté, publique, l'hygiène. Et puis, donc, on accommode les commerçants, on accommode les gens qui visitent le marché. Ah, intéressant, parce que dans le marché Sainte-Anne rénové et transformé en hôtel de Parlement. Je me souviens que mes collègues de Pointe-à-Calière sont très fiers d'expliquer qu'il y avait des toilettes automatiques qui flushaient. Donc, c'est ça. Ils sont super fiers de parler de ça. Mais dans le fond, tu me dis qu'au marché Bon Secours, en tout cas derrière le marché Bon Secours, il y avait des systèmes. On les avait. On aura parlé de toilettes dans cette émission-là, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et donc... parlons de la chapelle à ce moment-là. On est vraiment au mi-temps du 19e siècle. Je veux juste qu'on reparle vite fait du côté pèlerinage. Oui. Là, on est dans une vraie ville. En 1850, mettons, là, on est dans un vrai noyau urbain assez dense. La notion de pèlerinage qui, au départ, impliquait marche et effort pour s'y rendre, est-ce que c'est encore un lieu de pèlerinage? C'est dur. Ou c'est rendu une église? C'est dur à répondre, mais c'est sûr que ça restait un lieu de pèlerinage, mais il n'en demeure pas moins que sa vocation avait presque disparu. Ah oui, OK. Oui. C'était rendu une église succursale de la paroisse Notre-Dame. En fait, elle appartenait à la paroisse. Oui. Ce qui fait que elle servait surtout à accueillir le trop-plein des catholiques qui venaient prier. Et d'ailleurs, les immigrants
anglophones catholiques Ouais. ils ont été invités à fréquenter Bon Secours. Ouais. C'est devenu le berceau spirituel de la communauté irlandaise. Mais ça, c'est fascinant. En préparant l'émission, je relisais le verbatim de ta conférence, Stéphane, puis tu disais ça, tu disais, tu sais, c'est le berceau spirituel pas juste des catholiques irlandais, mais des catholiques anglophones. Anglophones, tu sais. oui. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à associer Saint-Patrick, généralement, bien sûr. à ça. Mais en fait, non, ça a été la chapelle Bon Secours. Oui, puis même que dans nos archives, on a même des coupons de sollicitation pour la construction de Saint-Patrick. Ah oui, OK. Donc, oui. donc on voit l'importance pour les Irlandais, mais aussi les catholiques anglophones en général, donc de se munir d'une belle église, qui pourrait les accueillir. La chapelle, c'était temporaire. Je comprends. Ouais. Donc, j'imagine que l'apparition de Saint-Patrick va peut-être avoir pour effet, corrige-moi si je me trompe, mais de vider un peu la chapelle, enfin de soulager, disons, la chapelle. Oui, exactement, ça soulage. Okay. Mais il est arrivé aussi un autre événement, un événement assez important, je dirais même crucial dans l'histoire de Bon Secours, en 1847, qui a fait en sorte que la chapelle a comme retrouvé cette mission première d'être un lieu de pèlerinage. Et c'est l'événement, le typhus. Oui, l'épidémie de typhus de 1847. Oui. Oui, c'est ça. Donc, la COVID, nous, c'était rien par rapport à ça. Ouais. Et donc, l'épidémie... Quel a été le rôle de la chapelle pendant l'épidémie? Ben, en fait, la chapelle n'a pas eu un rôle direct, je dirais. Okay. Par contre, elle a eu un rôle indirect. C'est-à-dire que Monseigneur de Bourget, Ignace Bourget, l'évêque de Montréal, devant la force de l'épidémie et qu'est-ce que ça impliquait là, sur la population, a rédigé une lettre pastorale dans laquelle il disait au peuple catholique de Montréal qu'on devait donc prier la Vierge Marie pour repousser le typhus. Et la chapelle, pour lui, c'était un lieu où on devait redonner sa vocation d'origine. En fait, Dieu punissait les Montréalais parce qu'on a comme perdu un peu la foi, etc. Bon, c'est le langage de l'époque. Et pour lui, il fait une promesse, c'est-à-dire si la Vierge Marie repousse le typhus, cette épidémie, il promet de renouer avec la pratique des pèlerinages à Bon Secours et d'offrir une statue, une belle statue de la Vierge qui pourrait orner la chapelle, ainsi qu'un tableau commémoratif. Ah oui, OK. Et donc, l'épidémie finit par partir, bien entendu. Donc, on renoue avec la vocation de pèlerinage. Exactement. Okay. Donc, Monseigneur Bourget a, donc, dans son esprit, là, on est dans l'époque de l'Église ultramontaine, où là, l'Église prend de plus en plus de place dans la vie des gens. On est dans une Église qui est effervescente, très, très théâtrale. Eh bien, là, Monseigneur Bourget met tout en œuvre avec les sulpiciens pour faire revivre Bon Secours dans un accent très pèlerin. Donc, on redécore la chapelle. On invite les chrétiens, les catholiques à venir fréquenter. Donc là, les pèlerinages commencent à affluer des écoles, des communautés religieuses, des associations pieuses. Les gens, les catholiques viennent en masse. On vient offrir des ex-voto, notamment des cœurs en argent, en bronze, à la Vierge Marie pour la remercier. On peut les voir toujours dans la chapelle? Oui, toujours. Intéressant. Je fais une petite parenthèse, il y a une école qui se greffe au site. Oui. À un moment donné. Oui, ben en fait, depuis le début du 19e siècle, il y a des salles... un peu en avant. Oui, en fait, depuis le début du 19e siècle, on aménage deux salles de classe pour accommoder la jeunesse du quartier. Ah oui, OK. Puis en 1838, les soldats britanniques qui viennent ici pour mater notamment les rébellions, dans ces militaires-là, il y en a beaucoup qui sont catholiques. Et à l'époque, ils venaient avec leurs femmes et leurs enfants, donc avec leur famille. Les familles suivaient. Mais ces enfants-là étaient obligés d'aller aux écoles protestantes. Donc, les militaires ont demandé aux sulpiciens si c'était possible d'avoir des écoles pour leurs enfants. Et l'école Bon Secours est née comme ça. Donc, pour accommoder les soldats britanniques. Elle aurait une longue histoire, cette école. Il y avait une très belle exposition, d'ailleurs,
au Oui. musée Marguerite Bourgeois sur ce sujet-là. Oui, en 2007. Oui, magnifique exposition. Je veux juste fermer on reviendra peut-être plus tard à la question de l'école, mais Oui. je veux juste revenir sur justement cette église ultramontaine théâtrale, ce que tu disais. Ça va entraîner. En fait, c'est drôle parce que quand on est un profane, qu'on connaît pas tellement ça, la chapelle Bon Secours, on passe devant aujourd'hui, puis on se dit, ben, c'est une église, tu sais, c'est gros, tu sais. Fait qu'il y a eu cette période, à partir de ce moment-là, justement, il y a plusieurs phases d'expansion. Oui, Ouais. c'est ça, exactement. Il y a plusieurs phases d'expansion. Euh, mais c'est drôle, mais ces phases d'expansion-là sont liées à des menaces À des contre la menaces? chapelle. OK. Oui, la chapelle a manqué à être démolie à quelques reprises parce que le développement portuaire, le développement ferroviaire Mhm. faisait en sorte que la chapelle est un peu dans le chemin, est un peu de trop. OK. Et puis, à cette époque-là, on ne se baderait pas tellement des anciens, pour beaucoup, là, on ne se baderait pas beaucoup des anciens, anciens bâtiments. Donc, la chapelle a eu des menaces. OK. La population montréalaise s'est soulevée souvent contre les menaces de démolition. Et quand je dis la population montréalaise, c'est tant catholique que protestante. Ah oui? OK. Et ça, c'est étonnant. Ah, intéressant, oui. Ouais. OK. Même la communauté protestante trouvait ça terrible de vouloir démolir un bijou patrimonial aussi ancien. OK. Ouais. Donc, quand on touche au sacré, là, il y a une concordance Oui, intéressante. c'est ça. pas Donc mal. ce qui fait que, une fois que la menace est passée, là, ça donne qu'en 1885, on a un chapelain très énergique, M. Hugues Lenoir-Roland, qui, lui, adore la Vierge Marie. Pour elle, c'est important. Et la chapelle, c'est un bijou qu'il faut mettre en valeur, qui mérite d'être à la grandeur de la Vierge Marie. Dans son idée, c'est ça. Alors, il décide de se lancer dans un grand et vaste programme de construction. Et on va voir apparaître donc des nouvelles parties, hein, c'est ça? C'est ça. Donc, il ajoute une nouvelle façade sur le devant, donc pour remplacer l'ancienne. En 1892, il fait ériger un campanile monumental, une façade qui donne sur le port, avec un ensemble statuaire vraiment gigantesque. Ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, oui, c'est ça. Et puis, on la redécore, toujours au goût du jour. On la décore en trompe-l'œil, on la restaure à l'intérieur, donc ça bouge beaucoup. Là. C'est là qu'on démolit les échoppes qui sont le long de la rue? Oui, en 1892, les échoppes sont donc, on lui donne l'apparence qu'elle a actuellement. Ça. En fait, elle se fige à ce moment-là? En fait, elle se fige presque entièrement. Oui, c'est que dans les années 1950, vers 53-55, il y a eu des restaurations malheureuses, je devrais dire, qui ont abaissé le clocher et aussi le campanile qui avait des faiblesses structurales. Mais bon, ça a été fait à l'époque avec les méthodes qui étaient moins respectueuses du patrimoine. Donc là, c'est dans les années 50, ça a vraiment figé. Mais elle a quand même pas mal l'apparence de la fin du 19e. J'aimerais, on aborde le dernier droit de l'émission, Stéphane. Alors, j'aimerais juste qu'on parle, grosso modo, du 20e siècle, qui a été aussi très important dans l'histoire de la chapelle et du quartier Bon Secours. Il y a notamment l'apparition au niveau portuaire des très, très grands équipements portuaires, dont certains ont disparu, beaucoup ont disparu aujourd'hui, mais le vieux Montréal était le long de la rue de la Commune, jonché, par exemple, d'immenses silos élévateurs à grains. Oui. Donc, ça aussi, ça a dû avoir un impact sur... un très gros impact. Très gros impact. Hein? En fait, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont eu des impacts sur le tissu urbain. C'est sûr que le développement portuaire a été majeur. Je parlais tantôt de la démolition des fortifications qui a fait respirer le quartier. Et le développement portuaire, en fait, a asphyxié en quelque sorte. On est revenu un peu en arrière le quartier. Oui, parce que les silos, c'était énorme. La chapelle donnait sur un silo élévateur. C'était immense. Il y a des photos de ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant, effectivement. C'est le mot juste. C'était très gros. Donc, c'est donc un port qui se développe encore plus, qui est encore plus actif. Le quartier se dévitalise beaucoup. La bourgeoisie quitte. Là, c'est beaucoup plus des familles pauvres qui demeurent dans le quartier. Les bâtiments sont subdivisés pour avoir plus de personnes, mais donc les logements sont très petits. Il y a beaucoup d'insalubrité, beaucoup de pauvreté. La crise économique empire énormément
aussi cet état de fait. Donc, encore là, ça joue beaucoup sur le quartier. Donc, le quartier commence à se mourir tranquillement. Donc, le vieux Montréal, puis ça, on le voit très bien dans les annales de l'époque. Le vieux Montréal là, perd beaucoup en vigueur en termes de beauté, de richesse. Donc, ça allait pas très bien. Puis, conjugué à ça, la perte aussi au niveau de la foi catholique. Donc, les gens commencent tranquillement à moins pratiquer. Ça va être un mouvement qui va prendre vraiment, qui va vraiment se consolider dans les années 60. Ouais. Et là, ça a un impact aussi sur la vie de la chapelle. Donc, ça se dévitalise. En fait, c'est des montagnes russes parce que c'est une période d'industrialisation complètement délirante, suivie d'une période de dévitalisation. Et ensuite, au sortir, ou en tout cas au milieu des années 60, là où on commence à se dire, il faudrait peut-être faire quelque chose avec Exactement. Puis, heureusement, en 1964, là, on nomme notamment le quartier Bon Secours, mais aussi toutes les parties de l'ancienne ville, donc arrondissement du Vieux-Montréal. Le Vieux-Montréal. Le Vieux-Montréal à ce moment-là. Exactement. Et ça a un effet important parce que tout à coup, on se rend compte que les bâtiments qui sont vieux, qui sont décrépits, bien, ils méritent d'être sauvés, ils méritent d'être restaurés. Donc là, il y a des campagnes de restauration. Il y a des commerçants qui recommencent tranquillement à revenir dans le quartier s'installer. Il y a aussi une petite population aussi de résidents qui réapparaît un peu. Mais quand même, l'école Bon Secours ferme en 1968. Donc encore là, la jeunesse n'est plus là. Mais tranquillement, le quartier reprend vie. Oui, c'est ça. Mais c'est une chose intéressante, c'est que c'était un quartier pas cher. Croyez-le ou non, ça a déjà été un quartier pas cher. C'est là, ça a donné un coup de pouce à toute la contre-culture. On a écouté Léonard Cohen, par exemple, Suzanne Verdal, qui habitait par là. C'est aussi l'époque de Robert Charlebois et Mouffe, qui habitait sur Saint-Vincent, je pense, qui ont écrit le Stitch Show dans ce coin-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis là, après, c'est la vocation touristique, en fait. C'est ça. La vocation touristique commence à prendre vraiment une bonne ampleur. Il y a des institutions culturelles aussi qui se sont mises en place, qui sont fondées. Je pense au Lieu national Georges-Étienne Cartier en 1985. Il y a le Musée Pointe-à-Calière aussi, au début des années 90. 92, En 92, donc, qui naît à l'occasion de la fête de Montréal. En 1998, c'est le site historique Marguerite-Bourgeois, qui est fondé par les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame. C'est fou, j'aurais cru que c'était beaucoup plus ancien que ça. Et non. 98. C'est qu'en fait, il y avait un ancien musée qui était là depuis 1950. Ben, les années 50. Ah oui, OK. C'est un musée qui avait des dioramas, donc avec des petites poupées, des figures comme ça qui témoignaient de la vie de Marguerite Bourgeois. Mais en 1998, les Sœurs ont fondé un nouveau musée pour parler de leur fondatrice, mais aussi pour mettre en valeur l'histoire de Bon Secours, de ce quartier. C'est vraiment fascinant, les trajectoires comme ça des quartiers montréalais. Des fois, on se téléporterait dans le temps et on reconnaîtrait absolument rien d'un quartier qu'on connaît pourtant bien. Mais oui, c'est fascinant. Merci beaucoup, Stéphane. Écoute, c'est malheureusement le moment de conclure l'émission. Déjà? Ben oui, je sais. Écoute, je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui à l'émission nous parler de l'histoire du quartier de la Chapelle Bon Secours. C'était très agréable. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Et c'est maintenant la fin de l'émission. Alors, j'en profite avant qu'on se quitte pour glisser une suggestion de lecture sur le sujet. Le livre de Louise Potier et Patricia Simpson intitulé « Notre-Dame de Bon Secours, une chapelle et son quartier » qui est en vente à la boutique du musée Marguerite-Bourgeois. Allez visiter ce musée et la chapelle. C'est un endroit sublime. Un grand merci au toujours excellent Antonin Vyss à la prise de son et au montage de nos émissions. Vous pourrez retrouver notre histoire en tête la semaine prochaine à l'antenne de Radio Ville-Marie et sur la chaîne YouTube de la Société historique de Montréal. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Dans sa boîte à souliers, elle dort toute la journée, la tête sous l'oreiller. Elle murmure ton prénom et d'étranges questions, toute seule, en petite poule, Nancy Roucoule. Le boulevard Bon Secours n'a jamais prévu plus grand que l'essentiel pour ses tourterelles.
Nancy de Lille, le boulevard Bon Secours n'a jamais promis de travail d'importance qui aurait un sens. Et leurs 20 ans, bientôt 80, sans raison de se rendre à 120. Dans sa boîte à surprise, vos doigts dans les cerises, l'alcool vous sécurise. Toi tu l'as fait parler de ses bonheurs volés aux bulles qui fusionnent. Nancy frissonne, le boulevard Bon Secours n'a jamais prétendu servir d'abri à l'oiselle meurtrie. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.